Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on a choisi de vous présenter nos vœux pour 2021 à distance, parce que manifestement la crise du Covid fait que les réunions en présentiel à un certain nombre, comme c'est le cas, l'usage pour chaque année pour des vœux, où on invite les habitants, on invite les militants, on invite les élus, on invite les institutions, ça ne sera pas possible. Donc on a décidé du coup de le faire de manière numérique. Et comme on a décidé de faire de manière numérique, pour moi c'était aussi l'occasion de présenter des vœux collectifs. Ça veut dire quoi? C'est des vœux avec mes collaboratrices et collaborateurs, c'est-à-dire l'ensemble de mon cabinet, à qui je vais donner successivement la parole avant moi-même de m'exprimer, tout simplement parce qu'un député sans collaborateur et sans collaboratrice ne peut rien faire. Voilà. Nous, à France Insoumise, on a coutume de faire en sorte que les gens qui travaillent avec les députés sont des gens engagés politiquement, qu'ils soient militants ou pas, mais en tout cas qui partagent ses convictions. Et c'est donc évidemment le cabinet a une importance encore plus accrue que si c'était entre guillemets des simples administratifs. Ils agissent là en tant que collaborateurs politiques et nous le revendiquons ainsi et ils ont donc évidemment des choses à dire. Comme vous le voyez, ils sont 5, ou plutôt elles et ils sont 5. Et je vais donc commencer, parce que tous ne travaillent pas avec la même durée hebdomadaire. Je vais commencer avec Aude Courvier. Alors Aude, je la présente rapidement. Elle habite l'île Saint-Denis maintenant, mais elle est venue m'aider pendant la campagne électorale législative, notamment beaucoup pour le deuxième tour, et en s'occupant au fur et à mesure de tout ce qui était vidéo. Et Aude a accepté, en dehors de son travail, en plus de son travail, d'avoir une activité certes réduite, mais très très précieuse, qui agit à la fois sur les questions de vidéo et agit sur les questions de visuel, d'annonces de médias, de présentation de vœux, etc. Donc voilà, Aude, à toi. Bonsoir à tous, je m'associe à Eric et à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une très belle année 2021, qui j'espère sera beaucoup plus positive et joyeuse. J'ajoute qu'en tant qu'intermittente du spectacle, j'espère vraiment un retour des spectateurs dans nos salles de cinéma, théâtre, musées et dans l'ensemble des lieux culturels. Je voudrais finir par une citation de Freud. « Tout ce qui travaille à la culture travaille aussi contre la guerre. » Merci. Alors après Aude Courvier, qui habite sur la circonscription, je vais vous présenter un deuxième collaborateur qui habite sur la circonscription, cette fois-ci à Saint-Denis, qui est Landry Ngang, qui a rejoint le cabinet il y a maintenant plus d'un an, et qui travaille en poursuivant ses études et qui s'occupe évidemment de manière plus importante de la circonscription, même s'il n'hésite pas à avoir plein de tas de bonnes idées pour le cabinet et pour mes activités diverses et variées. Landry, à toi. Bonsoir à tous, je vous adresse mes meilleurs vœux. Une très agréable année qui, je l'espère, sera sous le signe de la fraternité. De la fraternité parce que cette année, on en aura besoin, tout comme l'année dernière avec les distributions de nourriture qui ont eu lieu sur notre circonscription, organisées d'ailleurs par le député Éric Coquerel. De la fraternité entre les peuples, parce que pour battre le Covid au niveau national et au niveau mondial, nous aurons besoin de vaccins. Les pays les plus pauvres auront besoin du soutien des pays les plus développés pour organiser et pour vacciner leur population. Je finirai sur une phrase du pape, « Fratelli tutti », on est tous frères. Bon, maintenant, j'ai abordé les collaborateurs qui sont avec moi à plein temps, à commencer par un de ceux qui est là depuis quasiment le départ, c'est-à-dire David Guiraud. David, il est là parce que je milite avec lui depuis maintenant plusieurs années et qu'on s'est retrouvé dans une quasi-totalité des cas en accord politique, ce qui évidemment est absolument précieux pour sentir les choses et faciliter à la fois le travail et l'expression du député. Et David, il a un peu une fonction de directeur de cabinet, on va dire. À toi, David. Bonsoir à tous et à toutes. Meilleure année, évidemment. Vous le savez, cette année, ça a été une année très intense, politiquement, et Eric, il a été de toutes les batailles. On a été de toutes les batailles avec lui aussi, du coup, les batailles sociales. Alors, on a dû se relayer parce que Eric fait beaucoup de manifestations, donc il faut tenir le rythme. On a été dans des luttes dont on a beaucoup parlé, des luttes pour nos libertés, celles contre les violences policières, contre la loi sécurité globale plus récemment, et puis dans des combats aussi pour la dignité, pour accueillir par exemple humainement les réfugiés.
Il y a aussi des combats où Eric était, où on l'a accompagné, dont on parle jamais ou pas assez. Alors avec Eric, on a essayé de faire en sorte d'en parler, d'utiliser son influence dans les médias ou dans les réseaux sociaux pour porter la voix de ceux qui ne peuvent pas se défendre publiquement. Par exemple, des militants écologistes qui sont traînés devant les tribunaux de manière injuste, pour relayer des paroles aussi, celles de nos soignants, parce que ça fait depuis plusieurs années qu'Eric est mobilisé sur cette question-là, qui se battent depuis des années pour des conditions de travail décentes et pour pouvoir prendre soin de leurs patients. Je crois que l'histoire nous a donné raison. En bref, on a accompagné Eric pour faire vivre sa conception à lui du mandat de député, celle d'être au service de ceux et de celles qui se battent, qui ne se laissent pas faire, de ceux et celles qui ont besoin d'aide, et d'être au service peut-être tout simplement de l'espoir, de nos batailles sociales qui sont belles, et puis d'être au service du peuple. Alors, autre collaboratrice qui est davantage associée au travail à l'Assemblée, c'est Leila Yacoub. Leila, elle est là depuis un an et demi. Elle aussi, Leila, je la connais depuis longtemps, je milite avec elle depuis longtemps. Comme avec David, on était ensemble au parti de gauche. Et Leila, là aussi, on a eu une connivence militante importante, à la fois dans la façon de faire et puis au niveau de la réflexion, de la pensée. Et je trouvais que c'était la bonne personne pour aborder notamment toutes les questions liées plus particulièrement aux lois et notamment à la question de la commission finances dont je m'occupe. Alors au début ça lui a fait peur parce qu'elle n'est absolument pas occupée de finances et moi j'étais certain qu'elle comprendrait, elle pigerait très vite la chose, surtout que la commission de finances appréhende beaucoup de domaines. Voilà, à toi Leila. Bonsoir. Je vous souhaite aussi à tous une très belle année et pour rebondir sur ce que vient de dire Eric, c'est vrai que les finances, ça peut être au premier abord un peu impressionnant, un peu inquiétant, un peu abstrait. Mais c'est aussi vrai qu'en fait, c'est le nerf de la guerre, que c'est extrêmement central et c'est aussi pour ça que je suis très contente de faire ce travail où j'apprends beaucoup, mais aussi où je vois à quel point c'est essentiel de travailler ces questions-là, à quel point la présence d'Eric, à la fois certes dans les mobilisations où il est extrêmement présent, mais en fait aussi à l'Assemblée, est essentielle parce que toutes ces luttes, toutes ces mobilisations, on a besoin de les faire entendre à l'Assemblée, de les faire entendre en commission, de les retranscrire de manière concrète. Donc on le fait de plein de manières. Ça peut être dans la manière dont on interpelle le gouvernement, ça peut être dans la manière dont on participe à des auditions, à des commissions d'enquête, mais c'est aussi des centaines et des centaines d'amendements tous les ans sur un peu tous les sujets. Par exemple, de manière très concrète, Eric est ce qu'on appelle rapporteur spécial sur une partie du budget écologie. Et donc, ça fait qu'on fait beaucoup d'auditions tous les ans pour savoir concrètement cette partie du budget écologie, comment elle est utilisée, où est-ce qu'il y a des manques, quelles conséquences ça a, à quel point c'est grave. Et donc, on fait en sorte que les constats qui sont faits dans la société, par la population, en fait, et par les gens qui travaillent dans les institutions, on ne les laisse pas passer sans rien dire, que ça se retranscrive concrètement dans les textes. Et voilà, et donc tout ça, c'est beaucoup de travail sur plein de sujets, sur à la fois, évidemment, cette année, la crise sociale, la crise sanitaire, des choses très graves qui peuvent parfois passer sans que personne en entende parler, comme le fait qu'en pleine crise, alors que les gens meurent de faim, on baisse encore le budget de l'aide alimentaire. Donc ça, on est aussi là pour concrètement, dans l'hémicycle, en commission, faire en sorte qu'Eric ait tous les outils possibles pour défendre tout ça. Et par exemple, même sur des sujets comme le racisme, les violences policières, il y a les luttes, il y a les mobilisations qui ont été centrales et très importantes cette année. Et il y a le pendant à chaque fois à l'Assemblée en commission qui est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne laisse pas passer, mais aussi qu'est-ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on propose des contre-budgets sur les questions financières, mais on propose aussi sur cette question des violences policières, on propose des propositions de loi, donc des lois que nous on écrit où on dit voilà on pourrait faire ça, est-ce que vous votez ? Donc voilà, on fait beaucoup de travail. Malheureusement plutôt qu'heureusement, on sait déjà qu'on en aura encore énormément l'année prochaine parce que les textes malheureusement catastrophiques s'enchaînent les uns après les autres. Mais bon, on est quand même ravis d'utiliser tout le pauvre petit pouvoir qu'on a pour faire avancer les choses au mieux et laisser passer le moins possible toutes les horreurs qu'on nous impose. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on est tous, je pense, reconnaissants et à la fois de ce que vous nous donner à défendre et des possibilités qu'on a pour le faire. Merci. Et je termine donc sur Manon Montmirel. Je termine aussi parce que Manon n'est pas seulement ma collaboratrice, elle est aussi ma suppléante. J'ai coutume de dire, bon a priori ça ne sera pas le cas, que si
des élections législatives anticipées m'avaient permis d'être par exemple ministre, elle serait devenue députée. Et donc, pour moi, je considère qu'elle est élue comme je le suis, puisque le suffrage universel s'est aussi porté sur elle. Manon, elle s'occupe principalement des affaires de la circonscription. Elle est aussi à plein temps, mais pas que. Elle a pas mal d'autres activités qui répondent à ces centres d'intérêt et qui me sont précieux. Voilà, à toi Manon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Eric, je m'appelle Manon Mirel, je suis sa suppléante depuis 3 ans et je travaille avec lui aussi en circonscription depuis 3 ans. J'accueille des gens ici avec mon collègue Landry à la permanence parlementaire où on s'occupe d'aide administrative, on fait aussi du soutien aux associations, on fait aussi du soutien et de la présence dans des luttes locales et on fait un travail commun autant que faire se peut avec les institutions, soit nationales avec l'aide du cabinet, soit locales au niveau départemental, régional et avec les maires de la circonscription. Mais cette année a été vraiment très difficile pour tout le monde et nous on l'a observé aussi au niveau du mandat d'Éric Coquerel. C'est une année qui a été très particulière parce que les inégalités sociales ont été aggravées par la crise sanitaire mais également la gestion catastrophique du gouvernement, que ce soit en matière de masques. Aujourd'hui, on le voit au niveau de la vaccination où rien n'a été planifié. Et au niveau du département en Seine-Saint-Denis, le Secours populaire a notamment parlé d'un raz-de-marée de la misère avec des personnes qui se sont retrouvées dans une réelle précarité alimentaire, mais aussi l'apparition de ce qu'on pourrait appeler de nouveaux pauvres. Par exemple, pendant le premier confinement, des gens se sont retrouvés à devoir nourrir tous leurs enfants alors qu'ils les envoyaient à la cantine d'habitude. Donc ces personnes ont dû faire appel pour la première fois de leur vie à des associations comme le Secours populaire que j'ai cité, ou au Resto du Cœur, ou à d'autres associations moins connues. C'est pour ça qu'on a organisé d'ailleurs aussi ici, comme l'a dit Landry, des collectes à destination des associations et des personnes en situation de précarité. Mais cette année a aussi été, je pense, particulière dans le sens où beaucoup de monde se sont rendus compte de l'importance des services publics. Voilà, par exemple l'hôpital, on s'est rendu compte qu'il fallait un hôpital public fort et surtout que l'hôpital public reste public puisque la santé est un droit fondamental pour tous. Et en parlant d'État affaibli et de services publics affaiblis, à la permanence, on reçoit de plus en plus de personnes qui ne viennent pas pour demander du soutien par rapport à un recours gracieux suite à une décision de la préfecture sur leur demande de régularisation ou de demande de titre de séjour. Nous, on reçoit en fait à 100%, Landry peut témoigner, oui, on reçoit à 100% des personnes qui n'arrivent même plus à avoir de rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. On a alerté le préfet, on a alerté des sous-préfets. La situation s'est aggravée du fait du confinement, puisque pendant le premier confinement, la préfecture est restée fermée pendant 2 mois. Donc en 2021, c'est vraiment un sujet que l'on compte travailler de fond, que ce soit en lien avec la préfecture, mais également avec des associations dédiées pour faire en sorte que des personnes puissent faire valoir leurs droits et surtout puissent tout simplement avoir un rendez-vous en préfecture et afin que leur dossier soit réellement étudié puisque c'est une situation terrible qui est source de beaucoup d'angoisse. Donc c'est sûr que tout ce que je viens de dire là n'est pas très positif et pourtant en 2020 il y a quand même je pense une chose de vraiment positive à retenir, c'est la solidarité dont on fait preuve beaucoup de monde, et notamment en circonscription. C'est-à-dire que pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup d'organisations, que ce soit entre voisins, entre quartiers, même de gens qui étaient eux-mêmes dans le besoin et qui ont fait en sorte que des personnes défavorisées ne subissent pas de plein fouet le confinement et puis la crise sanitaire. Donc mes vœux sont tournés vers la solidarité, vers l'esprit du collectif. J'espère que ces élans vont continuer en 2021 et je souhaite à toutes et tous de la santé bien sûr. Comme je l'ai dit, que l'hôpital public reste public, parce que la santé est un droit fondamental. Et je vous souhaite à tous du bonheur et une excellente année 2021. Bien évidemment, il s'agit ici de vous souhaiter une meilleure année à toutes et à tous, à la fois individuelle et collective. Une meilleure année que 2020. Bon. Je dois dire que ça ne sera pas très dur, puisque 2020, enfin on peut souhaiter en tout cas que ça ne soit pas très dur, parce que 2020 a été une des années les plus catastrophiques
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai au niveau de la mortalité, hein, c'est la plus grande mortalité constatée en France depuis 1945, avec 650 000 morts, et on peut estimer que le Covid a causé plus de 10% de ces décès. C'est vrai également, Manon en a parlé tout à l'heure, du raz-de-marée, de la pauvreté qu'on a constaté dans le pays. C'est vrai aussi du raz-de-marée, enfin c'est pas encore un raz-de-marée, mais j'ai bien peur que ça ne le devienne, en termes de suppression d'emplois, en termes de licenciement, j'y reviendrai tout à l'heure, y compris d'entreprises que ça n'empêche pas de faire des bénéfices, des dividendes, et qui licencient par contre. C'est aussi l'année la plus chaude depuis qu'on enregistre les météos, c'est-à-dire depuis 1900, et ce, malgré le fait que le monde a été quasiment à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Et ben, n'empêche, c'est l'année la plus chaude en moyenne, et évidemment qui pose toutes les questions d'alerte climatique. Enfin, c'est une année très mauvaise du point de vue des libertés individuelles et collectives. Alors, certes, il y a le confinement, une restriction de fait de liberté, mais se sont ajoutés en plus de la part du gouvernement, j'y reviendrai aussi, des décisions ou des projets de loi liberticides qui n'ont fait qu'amplifier cette question de restriction des libertés. La plupart de ce que je viens d'annoncer là sont des données objectives. On pourrait dire, ce n'est pas la faute du gouvernement, par exemple, si le Covid est arrivé. Certes, c'est vrai, c'est vrai. Bon, même si on peut estimer que cette épidémie, ce Covid, qui est sûrement survenu à partir d'animaux, interroge aussi la question environnementale, elle interroge le vivant, elle interroge le partage de la planète entre les espèces vivantes. Mais ce n'est pas ce gouvernement-là qui est responsable en tant que tel du Covid. Pourtant, il est responsable de l'aggravation de cette crise, c'est-à-dire du fait que cette crise épidémique devienne une crise sociale et sanitaire d'une ampleur encore plus importante qu'elle ne l'aurait été dans d'autres conditions. Et de ce point de vue-là, c'est un peu rassurant. C'est-à-dire que si on se dit que ce gouvernement mérite critique, si l'exécutif, si Emmanuel Macron mérite critique, ça veut dire aussi qu'on peut faire une politique différente, y compris très certainement vis-à-vis de l'épidémie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de ses vœux, en substance, j'ai eu tout bon, c'est à peu près ce qu'il a raconté, on peut faire beaucoup mieux. Alors déjà, on pourrait faire en sorte qu'on n'ait pas la faute originelle du néolibéralisme qui pèse aussi fortement. Ça a été dit précédemment, mais l'hôpital public s'est retrouvé dans une situation absolument catastrophique pour aborder cette crise, et ce n'est pas faute d'avoir alerté. C'est évidemment aussi une crise systémique, dans le sens où des années d'austérité, des années de politique de l'offre, des années de destruction des services publics ont aussi affaibli tout simplement l'État. Et là, on s'en rend compte le jour où on a besoin d'un État, justement. Alors, ce n'est pas d'ailleurs seulement l'État en termes de structure, c'est que ça affaiblit des expériences. Ça affaiblit par le nombre ceux qui servent l'État. Cette politique imbécile de supprimer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, qui sévit depuis des années, ce n'est pas simplement en termes de nombre que ça pose problème, mais c'est évidemment aussi à un moment donné en termes d'expérience, d'avoir le bon réflexe, la bonne transmission d'expérience qui va faire que telle ou telle organisation de la société échoue ou réussit. C'est aussi une politique qui a continué. Alors même que la crise du Covid est un accélérateur d'inégalités, elle a produit encore plus d'inégalités par des mesures. Là, par exemple, le fait de maintenir l'ISF, le fait de maintenir la flat tax au niveau fiscal, le fait du coup d'arriver à un moment où 90 milliards des baisses d'impôts imposées depuis que Macron est arrivé au pouvoir a souri aux 10% les plus riches quasiment en totalité. Et en tout cas, il y a la moitié de la population qui n'en a pas profité, c'est ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, qui ont vu seulement leur pouvoir d'achat baisser. Il est évident que quand ces mesures-là, en pleine crise, ne sont pas rectifiées, par exemple, nous on a proposé des taxes sur les profiteurs, ça aurait pu être au moins, même si on veut estimer qu'on ne les transforme pas de manière perpétuelle, on pourrait admettre que pendant un an ou deux, comme on l'a fait dans des grandes époques, on met une taxe sur les profiteurs, sur ceux qui font dans le e-commerce, sur ceux qui continuent à faire des bénéfices, des dividendes, etc. dans le moment, la grande distribution ou autre, eh bien, on pourrait au moins taxer les plus riches pour aider le reste du peuple qui souffre comme on le sait. Eh bien, ça n'a pas été voulu. Donc cette politique ne fait qu'aggraver les choses. Enfin, une manière aussi d'aggraver la situation sanitaire, c'est de tout reposer sur les règles du marché. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce gouvernement n'a été capable justement d'avoir une idée de planificatrice d'organisation de la société
qui ne repose pas sur les règles du marché. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que le message que je voudrais passer, c'est que les autosatisfactions gouvernementales ou à l'Élysée ne sont pas de mise quand on constate, ils aiment bien les comparaisons, mais moi, si par exemple on a des comparaisons, on constate qu'on est un des pays au monde qui a le plus de nombre de Covid par rapport à sa population, et malheureusement qui a aussi le plus de nombre de morts par rapport à sa population. Certes, il y a d'autres pays qui ne font pas mieux que nous, mais par exemple, sur ces deux chiffres-là, l'Allemagne fait 2 fois mieux que nous, tant en termes de nombre de morts qu'en termes de nombre de cas de Covid. Bon, tout simplement parce que ce gouvernement en 2020, il a eu tout faux. Il a eu tout faux sur les masques, il a eu tout faux sur les tests, il a eu tout faux sur l'isolement. Bon, moi j'ai eu le Covid, comme certains de mes collaborateurs. Personne ne nous a jamais proposé la lanterne pour aller nous isoler. Personne ne nous a proposé, alors je dis ça en rigolant, en faisant allusion à Emmanuel Macron, mais personne n'a proposé à quiconque des conditions matérielles permettant de s'isoler de sa famille et donc de ne pas propager l'épidémie. J'insiste là-dessus parce que ça, je pense que ça devrait être au centre, comme ça l'est par exemple dans des pays comme Taïwan, de la gestion sanitaire, et ça ne l'est pas. Personne n'a rien fait, aussi, je l'ai dit tout à l'heure, sur la pauvreté. Songez qu'il va y avoir à la fin de l'année entre 1 et 2 millions de pauvres de plus en France, au point que le Secours populaire explique que c'est la situation la pire depuis 1945. Qu'est-ce que fait le gouvernement ? Sur les dizaines, que dis-je, les centaines de milliards d'euros qu'il met dans la balance, il y a seulement 1,4 milliard d'euros qui vont aller directement pour soulager la pauvreté. On voit bien que ce n'est pas du tout à la hauteur du raz-de-marée de pauvreté. Et puis enfin, il continue de la même manière, alors qu'il nous avait dit qu'ils avaient compris, rappelez-vous, Emmanuel Macron, son allocution du 12 mars dernier, qui dit quand même l'État-providence c'est bien, qui dit le marché ne peut pas tout, eh bien, qu'est-ce qu'ils font en fin d'année ? Ils refont des politiques qui sont basées sur la question de l'offre, c'est-à-dire toujours abaisser le prix du travail et la question de la compétitivité. Moins on paye d'impôts, plus les entreprises vont venir en France. Toutes choses dont on sait qu'en réalité, ça ne fonctionne pas depuis des décennies maintenant. Alors à ça, on oppose des solutions avec le groupe France Insoumise. On oppose des solutions. Alors on n'a pas prétention à avoir l'expertise la plus fine. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qui gouvernons. On n'a pas une administration à notre service pour nous permettre de donner des éléments absolument objectifs. Mais au moins, on pose des questions. On dit, par exemple, qu'il aurait fallu planifier. On dit, par exemple, qu'il aurait fallu organiser la société en rotation. Ça aurait été simple. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire, on fait un couvre-feu tous ensemble à 20h, qui fait que tout le monde le constate, les gens se massent dans les transports, dans les magasins de 19 à 20h, ce qui est évidemment préjudiciable pour la transmission du Covid. On aurait pu imaginer une société qui s'organise en rotation, des gens travaillent commencent à travailler le matin, d'autres commencent à travailler l'après-midi, et ça pourrait être valable pour toutes les activités humaines, les activités de culture, comme on a parlé tout à l'heure, Aude, les activités sportives et autres. Ça n'a absolument pas été fait. Ça n'a absolument pas été fait. Comme la planification de l'isolement n'a pas été fait, l'idée d'une organisation en rotation n'a pas été fait non plus. On aurait pu... on nous dit, mais l'hôpital public, on ne peut pas d'un coup de baguette magique régler ses problèmes. Oui, mais on n'était pas forcé d'attendre depuis mars dernier, le mois de décembre, pour voter un premier budget qui concrétise un tant soit peu les accords de Ségur, qui améliorent un petit peu, pas suffisamment, la vie des soignants. On aurait pu le faire dès le mois de mars. On aurait pu faire un plan d'urgence dès le mois de mars. On aurait pu aller recruter dans le privé. On aurait pu, par exemple, permettre 300 000 emplois jeunes qui vont assurer des tâches au niveau de l'éducation, de la santé, qui ne sont pas les tâches les plus qualifiées, mais qui auraient certainement pu soulager le travail de beaucoup de personnes dans ce secteur. Donc ça n'a pas été fait. Et si ça n'a pas été fait, c'est la responsabilité du gouvernement, parce que des gens de l'opposition comme nous l'avons proposé. Et puis, ce gouvernement, je disais, il continue les mêmes défauts. Sachez que dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, voté à cette fin d'année, certes, il y a des mesures ponctuelles qui répondent aux accords de Ségur, mais en même temps, le gouvernement continue en réalité à proposer, enfin il ne le propose pas, il l'a voté, au moins 1 milliard d'euros de dépenses structurelles en moins pour l'hôpital. La concrétisation, c'est simple, c'est qu'ils veulent faire, par exemple, ici à Saint-Ouen, un grand hôpital qui va remplacer Bichat et Beaujon, à peu près, et qui suppose encore, alors qu'on a tous subi le fait de ne pas avoir assez de lits, suppose encore qu'il va y avoir environ 400 lits en moins que ne le permet aujourd'hui Bichat et Beaujon associés. Donc ils sont toujours dans la même logique de gestion austéritaire de l'hôpital et non pas de faire prioriser la santé. C'est la même chose sur la question de l'écologie. On nous dit que l'écologie est absolument essentielle, c'est prioritaire. On va mettre beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'on constate ? Le gouvernement continue à supprimer 1769 équivalents temps plein
au ministère de l'écologie et ses opérateurs. Vous avez bien entendu, ce ministère soi-disant prioritaire subit encore cette année des baisses d'effectifs conséquentes. Sur la souveraineté sanitaire, c'est pareil. Le maire nous avait dit, s'il le faut, on nationalisera. On n'a vu aucune nationalisation. Par contre, on a vu des fermetures d'entreprises. Je pense par exemple à une entreprise à Bobigny, Surgical, qui fait des petites pompes qui servent pour les lits de réanimation, qui a été tellement utile qu'elle a dû quadrupler sa production journalière pendant le premier confinement et qui depuis a fermé. Simplement parce que ces financiers, ces actionnaires ont décidé que c'était plus profitable d'aller ouvrir la même entreprise en Inde. Il n'y a pas eu non plus d'argent mis sur la question du médicament. Le vaccin, c'est bien, mais on pourrait aussi, surtout qu'il y a des laboratoires français qui l'ont proposé, mettre de l'argent, le paquet, sur faire en sorte que la maladie soit moins grave. Rien n'a été fait. Bon, tout ça est insupportable et montre une chose, c'est que ce gouvernement, non seulement a failli en 2020 en termes d'organisation, mais il a failli aussi en termes, j'allais dire, de communication par rapport à ça. Parce qu'au lieu de dire la vérité, il a toujours menti. Au lieu de dire on n'a pas assez de masques, on est désolé, le masque serait nécessaire, mais on n'a pas assez de masques, on va vraiment faire le maximum, on n'est pas les seuls responsables. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit on n'a pas besoin du masque. Bon, au lieu d'admettre, par exemple, qu'il n'y avait pas eu assez d'organisation pour permettre les conditions matérielles et financières à toute personne qui veut s'isoler pour des points de vue sanitaires, là aussi on a menti, on a expliqué que c'était les Français qui ne voulaient pas s'isoler, qui renaclaient, etc. Et là, on s'aperçoit effectivement pour le vaccin qu'on est en train de faire la même chose. Quand tout d'un coup il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On invente là un comité citoyen de 35 tirés au sort, comme si 35 personnes tirées au sort allaient refléter l'opinion, l'état de l'opinion sur la question du vaccin avec plus de légitimité que par exemple l'Assemblée nationale. Parce que pendant le même temps, il n'y a pas eu de débat digne de ce nom à l'Assemblée nationale. Hein, c'est la manière dont la Ve République contourne l'Assemblée, dont Emmanuel Macron a aggravé ce problème. Il n'y a pas eu de débat digne de ce nom. Par exemple, pendant une semaine, on aurait pu imaginer des scientifiques, même avec des avis différents, venus nous présenter les différentes techniques de vaccin, pourquoi celui-là a des avantages, des défauts, etc., et qu'on puisse prendre une décision en connaissance de cause. Alors, qu'est-ce que je peux souhaiter pour 2021 ? C'est qu'on essaye quand même au moins d'arranger les choses, j'allais dire, sur les différents sujets prioritaires. Alors, la première, la santé, j'en ai parlé. On a des mesures qui permettrait, j'allais dire, en termes d'organisation, d'améliorer la question sanitaire. J'aime en parler en termes d'isolement, de masques gratuits, de plans d'urgence pour l'hôpital, en termes de recherche sur le médicament. Il y a vraiment des choses qui peuvent être faites. On a aussi des mesures qui peuvent permettre d'aider encore plus l'idée que la France puisse être indépendante au niveau du vaccin. Ça ne veut pas dire qu'elle ne coopère pas avec d'autres pays. Ça ne veut pas dire notamment qu'elle n'envisage pas un vaccin qui sert aussi aux pays plus défavorisés, comme le disait Landry tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'elle s'assure quand même de pouvoir produire le vaccin nécessaire en nombre nécessaire pour sa population. Et on a encore les moyens en termes de recherche, même si elle a été abîmée pour le faire. C'est une question de moyens et de volonté politique. Donc la question de la santé est évidemment primordiale et c'est un souhait que je pose pour tous parce qu'on veut sortir de cette épidémie absolument mortifère et qui a des conséquences absolument désastreuses. La deuxième notion, c'est la question de liberté, parce que ce gouvernement, on peut dire quelque part qu'il avait déjà préparé le terrain, mais il semble finalement qu'il s'arrange très bien de ce moment où une population est privée de liberté publique. Et il veut même en rajouter, je pense à la loi sécurité globale, qui va revenir à l'Assemblée dès le début de l'année, et dont il faut se méfier, parce que cette loi est globalement négative, hein, c'est une espèce de concrétisation du Big Brother, où on est tous surveillés, on peut être tous fichés, on peut être tous identifiés, qu'on ait commis quelque chose ou pas, on peut ne plus pouvoir filmer ce que la police fait, et qui a été absolument essentiel pour dénoncer pas mal de violences policières. Et là, récemment, on se disait, bon, au moins l'article 24, il a des chances de sauter. Moi, j'ai entendu Fauvergue, le rapporteur à l'Assemblée sur ce sujet, qui a parlé hier pour dire non, pas du tout, on va juste le réécrire. Fauvergue, c'est un ancien policier, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il traduit, à mon avis, fidèlement la pression des syndicats policiers les plus extrêmes qui ont beaucoup poussé pour cet article 24 et qui ont même essayé de le concrétiser déjà dans pas mal de manifestations avant. Donc, la loi sécurité globale, évidemment, qui passe là, qui recommence à passer à l'Assemblée à partir de janvier, est un danger
plus important pour accroître le caractère liberticide de ce régime et le caractère autoritaire. C'était vrai aussi de la loi sur le réaffermissement de la République. Vous voyez, elle a tellement changé de nom que je ne me souviens plus du nom exact, mais qui s'appelle aussi loi sur le séparatisme, et qui est une loi considérablement discriminante, et même une loi qui voit un État engager une politique concordataire qui me semble contraire avec la notion de la loi de 1905. Bon, je vous souhaite aussi du bonheur parce que, le moins qu'on puisse dire, mais c'est difficile après l'année 2020 d'avoir un discours très positif, mais il y a quand même des signes d'espoir. Il y a des signes d'espoir, notamment dans les mobilisations, notamment de la jeunesse, sur la question des libertés, sur la question de l'environnement. Il y a des signes d'espoir aussi parce que les mobilisations sociales pour refuser des plans de licenciement injustes sous couvert du Covid se font jour. Il y a des espoirs, ça a été dit, on ne le dit pas assez, ce que disait Manon tout à l'heure, c'est-à-dire sur ces gens qui, à certains moments, n'ont pas beaucoup d'argent, en Seine-Saint-Denis par exemple, mais qui n'empêchent, donnent aux collectes, organisent des soutiens alimentaires, des soutiens scolaires, etc., pour les populations en situation de détresse. Il y a de la combativité. Donc tout ça est quelque part signe aussi qu'il peut y avoir une autre issue, justement, que cette issue identitaire, autoritaire, libérale, qui finalement ne diffère pas beaucoup, je trouve, la politique aujourd'hui d'Emmanuel Macron de Mme Le Pen. D'ailleurs, j'ai noté qu'un des représentants de M. Macron n'hésite pas à rencontrer la nièce de Mme Le Pen, ce qui fait que ce n'est pas seulement le même vocabulaire, ce n'est pas seulement le même programme à certains moments qui est déjà mis en application, mais c'est que on n'hésite pas à déjeuner ensemble, ce qui est normal, parce que finalement, déjeuner ensemble veut dire que vous avez des points communs pour discuter, et c'est manifestement quelque chose qui ne les gêne pas. Il y a d'autres issues, l'issue solidaire, l'issue humaniste, et évidemment, je ne peux m'empêcher, à l'entrée de cette année 2021, de penser à 2022, les élections l'an prochain, et notre espoir de construire justement un rapport de force et pouvoir de gagner les élections, c'est notre espérance, avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et donc c'est quelque chose qui va nous intéresser dès cette année, parce que tout à l'heure, Léla parlait du travail à l'Assemblée. Le travail à l'Assemblée, c'est aussi justement, à partir du travail parlementaire, préparer le programme, le renforcer, l'affiner, l'avenir en commun, y compris même d'ailleurs de permettre une autre base programmatique avec tous ceux qui voudront nous rejoindre dans cette candidature pour espérer être majoritaire en 2022. N'empêche, ça serait une erreur d'attendre. Ça serait une erreur d'attendre 2022. 2022 est un objectif extrêmement important qui va nous intéresser de plus en plus fort tout le long de l'année, mais ça serait une erreur parce qu'il y a des mauvais coups à refuser. Et donc, moi, je voudrais conclure ces vœux par un appel à la mobilisation, parce que la situation ne sera pas la même si la loi sécurité globale passe ou si elle ne passe pas, si la loi sur le séparatisme passe ou s'il ne passe pas, si la réforme des retraites, là aussi, dont il est à nouveau question, alors qu'il y a plusieurs mois, ils nous disaient qu'ils allaient l'abandonner, si on impose à nouveau la réforme de retraite par points ou si on ne la pose pas. Et donc, il va falloir, je pense que bien sûr, on fera ce qu'on peut à l'Assemblée, mais n'empêche, face à Emmanuel Macron, ça reste la mobilisation qui reste le moyen de s'opposer le plus efficace pour le moment. Ça me permet de vous donner les 3 dates. Le 16 et le 30, on va se retrouver avec la coordination contre la loi sécurité globale dans des initiatives dans toute la France. Et le 23, j'ai appris aujourd'hui qu'à l'initiative de plusieurs syndicats, il y a un appel à marcher à Paris le 23 pour l'interdiction de licenciement et la suppression et contre la suppression des emplois. Donc on va suivre ça aussi. En conclusion, je voudrais parler vraiment rapidement maintenant aussi d'un des axes de travail que je vais mettre en application rapidement et qui concerne malheureusement de manière dramatique ma circonscription. Il y a quelques jours, un jeune de ma circonscription est mort encore sur fond de trafic de drogue. Il y a maintenant plusieurs victimes depuis le confinement qui a aggravé les tensions, qui a aggravé, j'allais dire, les risques liés à la question du trafic, pour des raisons que j'ai déjà expliquées par ailleurs. Je vous invite à vous reporter à ces vidéos, à ces écrits. Et donc la question du trafic de drogue, n'en déplaise à M. Darmanin, c'est le problème central qui est posé d'un point de vue, j'allais dire, de ce qui pourrit la vie des quartiers populaires et de départements comme la Seine-Saint-Denis, de ma circonscription. Et je compte bien présenter avec les collègues députés qui le souhaiteront et de manière transpartisane une proposition de loi à l'Assemblée pour en finir avec le trafic de drogue, ou en tout cas affaiblir considérablement ses effets,
qui passent par des mesures à la fois sociales, des mesures sociétales, je pense notamment à la question de légalisation du cannabis, des mesures d'améliorer la répression au niveau des officiers de police judiciaire et des mesures aussi préventives avec un retour d'une police de proximité. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas attendre que la situation, que nous gouvernions ce pays pour essayer de faire en sorte de changer la situation parce qu'elle devient insupportable pour les populations qui en souffrent. Voilà, ça sera aussi un de mes vœux pour 2021, qu'on arrive à avancer dans cette voie-là et je vais m'y employer à l'Assemblée. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous voyez pas mal de boulot. Il nous reste, Manon le disait, ça fait 3 ans et demi qu'on a été élus. Il nous reste donc maintenant à peu près 17 mois, je crois, ou 16 mois. C'est peu de choses, mais on a encore du travail sur la planche pour essayer de faire en sorte d'améliorer la vie de toutes et tous et pour servir l'intérêt général. Je vous souhaite donc une excellente année 2021, plus de liberté, une meilleure santé évidemment, et puis du bonheur, c'est ce qu'on peut souhaiter le plus rapidement possible.